Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 53e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, nous allons faire un bilan de mi-saison des principaux espoirs en vue du prochain repêchage de la LNH qui se tiendra l'été prochain. Pour ce faire, on reçoit un excellent analyste de hockey junior et de jeunes espoirs, Simon Servant, qui travaille pour la presse canadienne. Simon, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Simon, on s'était parlé en début d'année de quelques espoirs qui allaient être sur ton radar. Ça va être franchement intéressant de voir certains qui sont même plus du tout dans le top 32. Donc, ça fut une dégringolade spectaculaire de certains qu'on nommera plus tard. On va mettre un petit peu les gens en contexte. Là, en février, toi et les autres membres de Tout sur le hockey espoir ont sorti leur liste des 32 meilleurs espoirs selon vous. Donc, c'est vraiment pas en fonction de leur rang de repêchage, c'est plutôt de où vous les voyez en termes de qualité d'espoir. Donc, tu as sorti ta liste de 32. Seb Gagné, Pascal Lapointe et Mathieu Paradis ont fait de même. Puis vous avez fait un long épisode pour expliquer vos choix. Donc, si les gens ont 5 heures de temps dans leur horaire, ça serait vraiment à écouter parce que ça fut vraiment un excellent épisode. Excellente description aussi de chacun des joueurs. Et c'est intéressant de voir la touche que chacun amène. Juste petit mot de ton côté sur vraiment l'expérience de parler en gang de certains espoirs. On le verra dans la description de ta liste, là, mais il y en a d'autres, certains joueurs étaient pas mal plus hauts sur la liste de certains. Alors, comment c'est de discuter tout ça avec d'autres, là? Ben, c'est toujours plaisant. Tabarouette. Moi, je fais ça depuis longtemps. Tu sais, je fais pas ça professionnellement, là, mais je regarde beaucoup les espoirs depuis longtemps. Ouais. Puis souvent, j'en jasais avec des gens comme ça, où je donnais des cues des fois à mes amis. Tu sais, ah, ben, tu sais, on devrait checker peut-être celui-là, celui-là. Puis... Mais là, d'en parler vraiment comme ça avec des boys qui sont passionnés, qui suivent ça, c'est toujours plaisant. Puis moi, j'aime ça quand on n'est pas d'accord non plus, parce que Ouais. c'est ça qui est le fun, c'est que le repêchage, c'est ça, c'est qu'on regarde des joueurs, puis on dit, tabarouette, lui, moi, je l'aime, lui, je l'aime pas, puis quelqu'un à côté, ben, je l'aime pas, j'aime pas son jeu, là, c'est pas personnel, mais puis quelqu'un d'autre qui regarde, puis dit, ah, tabarouette, moi, c'est lui que j'aime mieux, puis lui, son jeu, il me laisse un peu plus froid. Fait que c'est tellement plaisant. Puis on est tellement content d'avoir créé cette plateforme-là Vraiment. en Ouais. français. Fait que vraiment, pour nous, c'est, tu sais, vous le sentez, j'imagine, quand vous regardez les épisodes ou vous les écoutez, à quel point on est passionné, puis à quel point on aime ça. Fait que c'est ça, c'est pour ça que ça fait des épisodes de 5 heures. Puis là, tu sais, le dernier épisode, le top 10 on a passé quand même un peu Ouais. rapidement Très aussi. vite, ouais. On aurait pu faire une autre heure probablement. Fait que oui. Définitivement. Puis pour ceux qui n'ont pas eu la chance, justement, toi, Simon, et les trois autres gars du TSLH, allez les suivre sur Twitter. Ils offrent des produits de qualité, des analyses de sport, des capsules d'observation. Donc, c'est vraiment intéressant pour ceux qui sont partisans des futurs espoirs de la LNH. De ton côté, tu as fait quelques capsules d'évaluation en temps réel. Donc, tu regardais certains matchs de certains espoirs. Puis, on avait la chance d'avoir les présences qui étaient ciblées de ces joueurs-là et tu y allais de tes analyses. Donc, ce fut vraiment un outil intéressant parce qu'entendre parler d'un joueur ou lire sur un joueur, ce n'est pas la même chose que de vraiment le voir. Alors, ce fut un outil très intéressant que tu nous as fourni durant l'année. Est-ce que tu projettes en faire d'autres d'ici la fin de l'année? Puis, comment tu trouves ça, faire ces petites capsules-là, là? J'ai dit Moi, petite, j'adore ça. petite, des fois, ça peut quand même aller jusqu'à une bonne heure, là. Mais- Ouais. Ouais, moi j'aime ça faire ça sérieusement. C'était quelque chose en ayant accès à Instat avec toute la gang aussi, comme on a tous accès à Instat maintenant. Puis je trouve que ça nous aidait à ajouter du contenu vraiment détaillé à notre offre. Puis moi, de le faire de mon côté, je regarde d'habitude 3 matchs des joueurs, c'est des matchs que j'ai pas vus, je les vois en temps réel. C'est ça le but de ces observations-là. Puis j'essaie de noter les choses que je vois directement en direct comme ça.
Puis c'est quelque chose que moi, je trouve que c'est bien parce que c'est facile des fois de manipuler certaines images. Moi, les fois quand je fais du montage, les choses que j'élimine, c'est souvent quand que je parle pas, quand il y a pas quand ça arrive des séquences où est-ce que les gars ils font juste faire un Il se petit passe tour, moins puis d'action. Hein. exact, j'essaie de couper certaines affaires, mais je manipule pas les séquences en tant que tel. Je mets pas les gars, ah oui, ok, là, je veux le mettre dans une bonne position parce qu'il est haut dans mon classement ou ainsi de suite. Ça n'a pas rapport. Moi, Ouais, ouais. je les mets comme ça, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis tu sais, vous le voyez, quand moi je regarde les matchs, puis quand que je fais les analyses en tant que tel, je suis pas un recruteur, tu sais, vous le voyez, là. Je suis pas dans les techniques là, de spectaculaires puis des choses. Je note que ce que je vois, comme je le fais quand je regarde les matchs de mon côté, pas pour ma chaîne. Puis j'essaie de retenir ces choses-là, puis voir s'il y a des tendances. Fait que c'est toujours plaisant pour moi, puis je suis content que les gens ils aiment ça. C'est vraiment un outil qui est apprécié. Puis je trouve que c'était un manque un petit peu dans les dernières années d'analyse en français. C'était fait pendant quelques années, puis le nom de l'homme en question m'échappe, mais il a fini par avoir un travail avec le Canadien de Montréal. Il offrait je suis Yannick sûr que Saint-Pierre, exactement, exactement. absolument. Puis, je trouve que c'était un petit manque. Puis là, le fait que tu aies repris un petit peu avec ta propre couleur, c'est vraiment très apprécié d'avoir cet outil-là à notre disposition. On va y aller Ouais. justement à ta liste de 32 espoirs. Et on va commencer directement avec la tête. Et il y a quelques espoirs que vous connaissez beaucoup mieux. Donc, on va simplement les effleurer. On va vraiment y aller un petit peu plus en profondeur avec certains espoirs un petit peu moins connus du grand public. Et évidemment, sans surprise, au numéro un, c'est celui qui est numéro un sur ta liste depuis le début, c'est Connor Bedard. Ouais. 125 points en 51 avec les Pats de Regina. Au-delà des points, parle-nous de l'amplitude de l'exploit qu'il est en train d'écrire là, dans le livre des records. Moi, je fais des listes depuis 2011, puis c'est le. Je vais enlever McDavid de l'équation parce que je pense que McDavid, c'était un espoir qui était assez spectaculaire à regarder. Ouais, aussi. Lui, je pense que c'est le plus spectaculaire que moi j'ai regardé depuis que je fais ça. Avec bien sûr McDavid, mais comme je disais, je l'enlève de la situation. Puis même, tu sais, j'ai réussi à regarder aussi quelques matchs de Austin Matthews dans le temps quand il était en Suisse. Puis Ouais. tu sais, on en a vu d'autres, des bons joueurs dernièrement. On a eu l'occasion de voir Lafrenière aussi, puis Jack Hughes, on l'a vu aussi. Puis c'est des joueurs qui étaient tellement bons dans leur niveau à ce moment-là. Puis Bedard, il est juste une coche en haut de ces joueurs-là. En tout cas, tu sais, Jack Hughes, on le voit en ce moment à quel point il est bon, mais Il je pense que explose. Ouais. Bedard, là, c'est un des joueurs les plus dynamiques, les plus spectaculaires qu'on a eu à regarder depuis des années. Puis ce qu'il accomplit on avait eu un petit avant-goût de ça hein, pendant la saison écourtée là, avec la Ouais. pandémie. Là. On avait eu un petit goût de qu'est-ce qui s'en venait, puis il y avait juste 15/16 ans à ce moment-là. Puis vraiment, tu sais, j'ai vraiment hâte de le voir passer à l'autre niveau parce qu'on l'a vu aussi au championnat mondial de hockey junior à quel point il était Dominant. sensationnel. Fait que, Ouais. ouais, ouais. Et dans les prochaines semaines, ça va vraiment être ça. Là, ça va être la loterie Connor Bedard. On s'en souvient, c'était la loterie Connor McDavid. Ben là, c'est la même chose. On dirait que certaines équipes vont tranquillement se positionner vers les bas du classement. Puis, en bout de ligne, c'est une loterie, donc aucun choix n'est assuré. Bon, mais l'événement en tant que tel va être pratiquement aussi intéressant que le repêchage. Ça va être qui a eu la chance d'avoir son numéro de sortir dans le boulier ou son équipe de sortir dans le boulier. Puis ça va être cette équipe-là qui aura la chance de repêcher Connor Bedard. Donc ça va être intéressant de suivre. Et Ouais. on sait que c'est particulier, là, les partisans du Canadien, j'en fais partie. La plupart des analystes sur le hockey en font partie. On veut que le Canadien perde en ce moment justement pour avoir une meilleure chance d'avoir Connor Bedard. Alors, ça va être possiblement une délivrance pour tout le monde si jamais on a la chance que ça se produise. Puis, tu sais, tu remarques là, rapidement, tu remarques aussi, il y a des équipes peut-être qui se positionnent aussi pour tanker pendant quelques années parce qu'il y a aussi l'année prochaine, tu as le petit débat peut-être Celebrini avec Heiserman. Ensuite de ça, tu as Gavin McKenna qui s'en vient. Fait que, bref, il y a beaucoup de très bons espoirs dans le haut du classement. Fait que c'est des fois, Ouais. quand tu as
quand tu as des, je veux pas dire des exceptionnels comme ça, tu sais, Michael Misa aussi qui est là. Fait que Ouais. bref, quand tu as des gars comme ça attire les équipes de dire OK, on va vendre un peu, puis on va vraiment miser sur le repêchage. Puis la Ligue nationale qui dit ben, il n'y a pas de tanking. Ouais, mais tu sais, quand tu as un exceptionnel comme ça, il y a des équipes qui veulent pas Ouais. Ils le décident de font dire de manière plus ou moins subtile. c'est ça, on va la tenter, notre chance quand même avec ces gars-là. Fait que ouais, pour la prochaine année, en tout cas, c'est ben, cette année qui s'en vient, mais pour les deux, trois prochaines aussi, ça risque d'être intéressant. Allons-y avec ton numéro 2. Et ce fut assez unanime au TSLH. Là, je pense que Pascal l'avait numéro 3. Mais les autres, vous aviez Adam Fantilli au numéro 2. Puis là, aujourd'hui, on a vu que malheureusement, ce ne fut pas lui le gagnant du trophée des meilleurs joueurs de sa division. Écoute, ce sera pour un autre débat. Mais 60 points en 32 matchs. C'est sûr que Michigan ont une excellente équipe, mais je pense que surtout depuis Noël, il a été capable de monter son jeu d'un cran. Puis ça va être intéressant de le voir euh, en éliminatoire, possiblement se rendre loin avec Michigan. Mais là, on va encore plus voir de quoi Adam Fantilli est fait. Hein. Absolument. Puis, tu sais, moi, Fantilli, je pense que c'est juste dommage pour lui. Puis, même si, mettons, tu l'as deux, tu l'as trois, tu sais, Pascal, c'est ça, comme tu disais, il avait troisième, mais c'est juste dommage quand même pour lui que dans une année où est-ce qu'il était aussi spectaculaire, Ouais, il soit éclipsé. malheureusement, c'est ça, exactement, il passe deuxième derrière Bedard, puis comme je l'ai répété souvent dans nos podcasts, ça en dit plus sur Bedard que Fantilli, parce Ouais. que ça montre à quel point Bedard est dans une classe à part, puis ça me fait penser un peu à Heichel dans le temps aussi, c'est qu'il avait tellement été bon, puis, ah oui, on disait, ouais, ben là, tu sais, il y a peut-être une chance de rattraper McDavid. Non, non, il n'y a pas de chance de rattraper Non, McDavid. McDavid, c'est le numéro un, puis c'est la même Bedard, c'est le chose. numéro un, puis Fantilli, ben c'est ça, exactement, là, on va savoir en fin de semaine, ils sont en finale du tournoi du Big Ten, puis ensuite de Ouais. ça, ça va être la sélection pour le tournoi. En ce moment, ils sont très hauts dans le pairwise, sont quatrième, si je me souviens bien. Très bonne équipe. Fait que c'est eux cette année aussi, c'est ça, c'est très important qu'ils montrent beaucoup de belles choses parce que Michigan, tu sais, moi, c'est mon équipe Ils favorite. Je vont les perdre suis beaucoup depuis de très joueurs longtemps. pour l'année prochaine. Hein. Mais en fait, il y a peut-être, tu sais, il y en a peut-être qui vont partir, mais sauf que c'est faux que tu réussisses à un moment donné à monnayer Ouais. tes draft class, comme appelle, là, les joueurs que tu amènes à ton équipe. Tu as eu Ben Ears, il y a quelques années, il y a eu Ben Ears avec Power et Ken Johnson, puis ils n'ont pas Johnson. réussi. Ils n'ont pas réussi à closer, là, si tu veux. Puis là, cette année, c'est une autre occasion, même s'il y a d'autres bonnes équipes. Fait que, tu sais, ça prend un carré d'as au moins cette année pour cette. Ce serait intéressant de voir la progression de Fantilli dans ce tournoi. On l'avait vu au championnat du monde junior, son rôle avait changé, mais il avait réussi Ouais. à monter son jeu d'un cran. Donc, espérons pour lui que ça pourrait être la même chose. Au numéro 3, tu as le russe Matvei Mishkov et c'est un choix qui risque d'être polarisant en vue du repêchage. Quant à sa nationalité, hein, les joueurs russes, évidemment, font beaucoup parler. Quand même, son exploit est digne de mention. Ce qu'il accomplit avec probablement une des, sinon la pire équipe de la KHL, la HK Sochi. C'est 20 points en 27 parties en date d'aujourd'hui. Puis parle-nous un petit peu de son exploit, mais aussi de sa taille, parce qu'il a la même taille que Connor Bedard, 5 pieds 10, beaucoup plus frêle par contre, à un petit peu moins de Exact. 150 livres. Donc, évidemment, il ne sera pas dans la LNH cette année, étant sous contrat encore en Russie. Mais est-ce que ça peut être un facteur un petit peu inquiétant pour Michkov? Ben, en fait, c'est ça, tout va reposer là-dessus, sur lui, parce que moi, je pense que c'est le gars le plus talentueux du repêchage avec Bedard, Ouais. côté talent peu. Sauf que là, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans certains de nos podcasts, c'est qu'il y a beaucoup de désavantages qui sont contre lui. Puis c'est pas des désavantages nécessairement qu'il contrôle. Le fait que, ben oui, là, il est sous contrat, donc ça, il l'a contrôlé en tant que tel, là, il l'a signé ce contrat-là. Mais bref, tu sais, il y a un contrat encore pendant 3 ans dans la KHL. C'est un ailier, il est russe, il est petit. Euh, Beaucoup de choses un peu donc, contre lui. donc c'est ça, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les directeurs généraux, tu sais, les directeurs généraux, on le dit souvent, tu sais, quand tu as ta tête sur la bûche puis que tu dois faire des sélections, euh,
mettons, moi, je suis recruteur en chef, peu importe, puis là, j'ai une sélection à faire. Est-ce que tu vas prendre un gars comme Léo Carlson, qui est 6 pieds 2, 195, qui a de très bonnes mains, très bon lancer, bref, qui fait beaucoup de belles choses sur la glace, ou tu vas dire, ben, je vais risquer avec Mishkov, un ailier de 5 pieds 10, et là, il est environ à 160, là, peut-être, 160, 165, Ouais, mais bref, est-ce que tu veux risquer ça? Tu sais, faut vraiment que tu être sois sûr. oui, c'est ça que tu as la confiance de ton propriétaire, tu as la confiance de ton DG pour être un recruteur en chef et dire nous autres, on va passer par-dessus un gars comme Carlson pour aller ramasser Mishkov. Aussi talentueux Mishkov est. Là. Mais sauf que tu vois, nous, puis c'est ce qui est le fun avec nous, c'est qu'on classe les gars selon notre liste Leur à nous. qualité de joueur. Ouais. Exact. Nous autres, on n'a pas d'attache avec la Ligue nationale, puis c'est pas ça qu'on fait dans la vie. On veut pas faire ça dans la vie. Fait qu'on se dit, moi, je regarde le gars en tant que tel, puis Mishkov, en ce moment, euh, qu'est-ce qu'il accomplit avec Sochi, comme tu le mentionnes? C'est très spectaculaire parce que la KHL, on a beau dire qu'est-ce qu'on veut, ça reste quand même la. Mettons, il y a un petit argument là, avec la Ligue américaine, mais mettons, c'est la Deux ou deuxième ou troisième meilleure troisième. ligne. Ouais. Exact. Puis, veux pas, ces points-là, il faut que tu les ramasses quand même Mm. contre des professionnels, des gars, des fois, qui ont 30 ans, 35 ans, qui jouent dans cette ligue-là. Toi, tu es un petit jeune de 18 ans, puis tu n'es pas très gros, comme on le mentionne, tu sais, puis il réussit quand même à produire, puis avoir un impact, à être dangereux. Fait que pour moi, ça, Mishkov, on l'a toujours dit depuis, ça fait 2 ans qu'on le regarde, et peut-être même plus, 2 ans et demi, puis on l'a toujours dit, c'est un gars qui a du talent extraordinaire. Il a un lancer extraordinaire, c'est un marqueur de but, il a une excellente vision. Est-ce que c'est juste le fait qu'il a besoin il va avoir besoin de prendre la masse, puis il va avoir Le besoin. contexte global. Là, ouais. C'est ça, Puis, malheureusement pour lui. comme tu disais justement, la KHL, excellente ligue. Il est tellement explosif et il y en a des joueurs de talent en KHL et on dirait, même malgré son âge, il a l'air un petit peu dans une coche à part par rapport à certains. Donc, c'est bien de Ouais. voir sa progression et ça va être intéressant de voir les prochaines années aussi. Justement, le numéro 4, tu en as parlé, ben, c'est Leo Carlson. On a vu des très belles qualités de joueur lors du championnat du monde junior. Et contrairement à la pensée populaire, non, ce n'est pas un centre. Là. Plusieurs pensent que influencé par certaines plateformes web, mais non, il joue Ouais. principalement à l'aile gauche. Et est-ce que, n'étant pas évidemment Adam Fantilli, où se situe Leo Carlson par rapport à on va exclure Mishkov de l'équation, mais où se situe Carlson par rapport, mettons, à un Adam Fantilli en termes de proximité et d'habileté, parce que ce sont deux gros gaillards quand même. Moi, je pense qu'ils sont très proches, moi. Ouais. Puis, tu sais, la raison pourquoi moi je disais, tu sais, c'est un ailier. Nous, on voit Carlson, c'est un ailier, il joue à l'aile. Mais je pense que les équipes de la Ligue nationale vont le faire jouer au centre. En tout cas, ils vont essayer de le faire progresser au centre dans la Ligue À cause nationale. du prototype de À joueur. cause exact du profil, je pense que c'est un joueur qui. Tu sais, Carlson, on le voit à quel point il est bon dans sa zone aussi, il est intelligent. Fait que moi, je trouve que lui et Fantilli sont très près. La raison pourquoi j'avais Fantilli en haut de Carlson, ben je pense que Fantilli a peut-être un petit peu plus de jeu rugueux, je vais le sortir. Puis je pense qu'il est capable d'aller chercher un peu Le plus de papier points sablé. Là. aussi. Ouais, exactement. Je pense qu'il est aussi Fantilli est capable d'aller chercher un petit peu plus de points. Fait que j'ai l'impression que l'impact va être un petit peu à l'avantage de Fantilli. Mais moi, je pense que toute cette gang-là, puis même Benson qui s'en vient, je pense que toute cette gang-là, là, il y a des arguments pour les mettre dans un chapeau puis les sortir 2, 3, 4, Ouais, 5. Là. ouais. Je Ben, trouve qu'ils sont très, très proches les uns des autres. justement, tu l'as mentionné, Zach Benson, qui est un petit peu dans le moule côté stature à Mishkov, là, 5 pieds 10, relativement frêle. Peut jouer à l'aile gauche, à l'aile droite. Ce qu'il accomplit avec le Ice cette année est quand même assez fantastique. C'est vraiment une continuation de ce qu'il avait Ouais. débuté l'an passé, principalement en éliminatoire, 98 points en 60 parties. On l'a vu au match des meilleurs espoirs. Il peut être explosif, puis il a vraiment des très, très belles qualités. Là. Oui, puis il est tannant, puis il est toujours, tu sais, il est dans ta face, il abandonne pas, deuxième, troisième effort, il va jouer le long des bandes, devant le filet. Tu sais, c'est le genre de joueur, moi, que Benson, quand je regarde ce gars-là, un gars de ce gabarit-là, pas très pesant,
Puis il est capable de créer des choses avec son corps aussi, dans le sens vu qu'il est dans le trafic, il est impliqué. C'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de gros joueurs, des fois on en a vu dans les dernières années, ou même cette année, qui sont gros, qui sont là, mais en même temps, est-ce qu'ils gagnent plus de batailles? Est-ce qu'ils sont plus intenses? Tu sais, bah, c'est ça. Ça peut être débattable, Ouais. mais un gars comme Benson, puis c'est un gamer. Tu sais, c'est ça, tu en parlais de ces séries l'année passée. C'est encore une fois cette année, j'ai hâte de le voir parce que les séries, moi, j'accorde beaucoup d'importance aux séries. Puis si ce gars-là continue à me montrer ça encore une fois, tu sais, je pense pas qu'il va monter dans ma liste, mais je serais, tu sais, voir Il va des gens qui cimenter vont sa peut-être. place. Ouais, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, ben moi, je vais le monter peut-être d'un rang, peut-être qu'il va être devant Mishka, peut-être qu'il va être devant Carlson. Fait qu'à ce moment-là, tu sais, tout peut arriver dans son cas, mais moi, ces quatre-là dont on vient de parler, Ouais. moi, C'est, c'est un tier pour moi, ça. Le 2 à 5 le même groupe de joueurs, le même groupe de talents, d'impact, un peu, si tu veux. et c'est, Pas le style, mais tu sais, pour ce qu'ils peuvent amener à une équipe. c'est un petit guerrier qui a vraiment un coffre d'outils rempli pour Absolument. réussir dans la LNH. Donc, les séries éliminatoires du Ice de Winnipeg vont vraiment être à surveiller. Un Ouais. joueur qui ne fait que monter sur ta liste depuis que tu as commencé les classements, c'est l'Américain Will Smith, là, centre de 6 pieds, environ 180 livres. Il est passé du 13e rang au 8e, au 6e pour ta liste Ouais. de février. Donc, on l'a vu produire de manière assez explosive, hein, avec l'équipe nationale des moins de 18 ans. Là, on parle de 95 points en 47. De mon côté, j'ai un petit peu plus regardé les statistiques en USHL, les matchs USHL. Belle production aussi, 33 points en 15. Parle-nous un petit peu du profil du joueur. Will Smith, c'est toute cette capacité-là à manipuler, à être dangereux avec la rondelle parce que il attaque de plusieurs façons les défensives. Des fois, il va arriver en vitesse, il va t'attaquer avec ses mains, il va t'attaquer avec sa vitesse. Des fois, il va arriver, il va ralentir le jeu, il va attendre des coéquipiers. Euh, il met toujours la défensive sur les talons. Puis ça, moi, ça m'intéresse de voir ça parce que c'est un gars, je trouve, qui est hyper créatif, qui est hyper intelligent dans sa façon d'approcher mettons, qu'est-ce que la défensive t'offre. Lui, il analyse ça rapidement on the spot, puis il est capable de créer quelque chose par rapport à ça. Fait que c'est vraiment pas surprenant de le voir produire de cette façon-là. Très bon lancé aussi. Tu sais, toutes les qualités sont là. Il y a des gens qui disaient, bon, peut-être son patin était moyen. Moi, je trouve que son patin il est bon, il est capable de se distancer, il est capable de déborder. Fait que, tu sais, pour moi, Est-ce que c'est pour toi le seul élément qui. Parce que on a entendu dans les dernières semaines certaines craintes qui ne seraient pas capables de transposer ce qu'il fait actuellement dans la LNH. Est-ce que pour toi, le patin, ça serait le seul petit point d'interrogation? moi, je suis pas inquiet pour le patin personnellement. Moi, ce que je suis inquiet, c'est son jeu défensif. Je sais pas à quel point Ok, ce gars-là peut être au centre dans la Ligue nationale. intéressant. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, peut-être à surveiller dans sa progression pour les prochaines années. Quand il va aller à l'université avec Boston College, il va jouer au centre parce que là, il va jouer avec Avec Red son gros Leonard, trio. Hero, qui reviennent, c'est ça, les trois retournent Ouais. vont aller à Boston College. Fait que ça va être intéressant de voir ça de son côté parce que euh, il n'est pas, tu sais, il est pas très engagé défensivement, Will Smith. Tu sais, il est pas, le gros du travail en défensif sur ce trio-là, c'est Ryan Leonard qui le fait surtout. Fait que c'est pour ça que j'ai hâte de voir la transition, tu sais, parce que la production de points, elle va être là. Je pense que c'est un peu comme Cooley l'année passée, puis je les compare pas, mais dans le sens que Cooley, c'est un producteur de points. Dans la Ligue nationale, quand Ça il va va être jouer ça. Ouais. il va produire des points. Est-ce que à toutes les fois, ses présences, est-ce qu'il va peut-être te donner des crampes au cerveau de temps en temps? Il va mettre ton équipe, il va Ouais. prendre des risques, puis il va mettre ton équipe dans le pétrin. Ça peut arriver, oui. Comme plusieurs joueurs vedettes peuvent le faire dans la LNH. Exact. Mais tu sais, Ouais. si le gars il te donne 90 points à la fin de l'année, en même temps, tu te dis, c'est ça. Tu sais, On fait que va Will vivre Smith, avec. c'est ça. Will Smith, c'est un peu ça. C'est que t'as ce côté de production de points-là, tu as ce côté d'être très dans. Puis à l'avantage numérique, il joue à la pointe aussi. Tu vois à quel point
il est capable de trouver les options, il est capable d'être trompeur. Moi, ce joueur-là, je trouve qu'il est. Très, très polyvalent. Ouais, Allons-y avec ton numéro 7, puis tu viens de glisser son nom, là, c'est le complice ouais, de Will Smith cette saison-là. Tu l'as dit, il va suivre Smith à Boston College l'an prochain. Il a joué à l'aile droite une bonne partie de la saison avec Smith. Et Ryan Leonard, comme tu l'as dit, c'est un gars qui, au début de la saison, n'était pas vraiment sur notre radar. Tu ne l'avais pas dans ton top 32 en non, juin mois de passé juin. et il a monté quand même de manière spectaculaire. Leonard, c'est un gars qui est engagé dans les deux sens de la patinoire. Bon producteur aussi, là, 73 points en 45 cette saison. Donc, c'est vraiment, on dirait, un jack of all trades pour Leonard. Là. Ouais, ouais. Puis en fait, c'est ça qui est intéressant avec lui, c'est qu'il amène le jeu à une autre façon, si tu veux, dans son jeu. C'est que lui, il est un petit peu plus nord-sud, il est un peu plus fonce au filet, travaille le long des bandes, crée un peu plus d'espace, entre guillemets, même si c'est pas nécessairement un si gros gabarit que ça. Il est pas 6 pieds 2, 220, et c'est pas un genre de Slavkovski qui justement créait de l'espace en faisant reculer les défenseurs, mais lui, c'est vraiment de façon acharnée, son travail un peu Ouais. qui fait en sorte que il est impliqué dans le jeu, puis il va donner de l'espace à un gars comme Perrault, un gars comme Smith. Fait que moi, Leonard, là, ce qui est intéressant avec lui, c'est que ça a toujours été un. Même l'année passée, c'était pas un gars qu'on voyait produire des points. C'était pas un gars. Oui, il produisait, mais dans le sens que c'était pas quelque chose qui nous accrochait l'œil. L'année passée, dans le programme, il avait sa façon d'aller chercher des buts, il avait sa façon d'aller chercher des points ici et là, mais c'est vraiment, je trouve que cette année, il a amené ça à un autre niveau. Puis j'ai toujours ce côté-là, c'est est-ce que c'est la chimie de ce trio-là qui fait en Exact, ouais. sorte que tout le monde est élevé un peu? Euh, Peut-être un peu. Ouais. je sais pas, mais peut-être un petit peu, mais dans le cas de Leonard, je trouve que c'est le joueur qui va peut-être mieux se transposer dans la Ligue nationale. Mais évidemment, je pense que son niveau de talent est un petit peu moins élevé que celui de Smith, par exemple. Fait que c'est un impact différent, un impact un peu plus de Et travail. corrige-moi si Puis... j'ai tort, j'ai l'impression que ça pourrait être un bon complément à placer dans une bonne équipe. On va le mettre à l'aile droite. Tu sais, évidemment, il risque de ne pas se retrouver avec Will Smith. Là. À un moment donné, il va falloir qu'il vole de ses propres ailes. Mais Ouais. on le place avec un joueur talentueux, puis il va être capable de faire le gros travail, aller chercher la rondelle dans les coins de la patinoire et être un bon complément. Là. Ouais, c'est ça. Moi, les compliments, ça me fait toujours rire parce que, tu sais, Arturi Lekonen, pour moi, c'est un compliment. Ouais. Mais, tu sais, il y a des gens qui disaient que Brady Tkachuk, c'est un compliment. Mais, tu sais, Brady Tkachuk, c'est un gars qui est à part entière Ben et oui, c'est définitivement. un bon joueur de hockey. Fait que, tu sais, je pense que Leonard, c'est un peu ça. Oui, dans Ouais, le bien sens, je vu. comprends que ce que tu veux dire avec le compliment, c'est que euh, ça va être un joueur que tu vas peut-être faire jouer avec deux joueurs de talent, puis que lui, il va aller faire un peu la job sale, entre Ouais, guillemets. exact. Quelque chose que. Fait, oui, peut-être que c'est quelque chose que je vois en Leonard. Moi, c'est un gars que je pense que, avec ce qu'on a vu de lui cette année, j'ai l'impression que ça peut être un gars de 70 points qui peut, justement, qui va aller jouer en désavantage numérique, qui va jouer en avantage numérique, qui va faire du travail dans ta zone, qui va évidemment augmenter le niveau de ton jeu, de ton trio à l'attaque. Fait que ça devient intéressant. Puis c'est pour ça que lui aussi a monté graduellement. Parce que l'année passée, quand je fais mes listes préliminaires au mois de juin de l'année Ouais, d'avant, souvent, je regarde ces gars-là un petit peu moins que les gars c'est de sûr. l'année. C'est sûr. Fait que souvent, j'ai des gars, je me dis, OK, j'ai besoin de voir un peu de substance, un peu de flash pour pouvoir tout de suite établir une liste. Puis lui, l'année passée, je le voyais, mais en même temps, je trouvais que Ils peut-être n'étaient qu'il pas mangeait, nécessairement mais dans leur chaise, dans la bonne chaise non ouais, mais là, il y a plus. eu une belle progression cette Ouais. année. Contrairement à Will Smith, on l'avait vu l'année passée avec Nazar puis Isaac Howard sur son trio. Il Puis était on déjà là. voyait tout de suite qu'il était déjà une très bonne coche en haut. Fait que c'est ça. Un autre qui a une belle progression et qui complète un peu le trio du top 10 du programme de développement américain, c'est Oliver Moore. Et par Ouais, sa position, étant centre aussi comme Smith, s'est retrouvé une bonne partie de la saison sur une deuxième unité. Donc, c'est ouais, pas retrouvé tout seul parce qu'il y a quand même d'autres bons éléments, mais la crème était sur cette première ligne et c'est quand même franchement bien débrouillé cette année. Là. C'est une belle stature, celle de Oliver Moore. Là. 5'11", 190 livres.
potentiellement va grandir encore un petit peu. Une Il belle va saison grossir. en tant que second pour Moore, là. Oui, puis lui, moi, ce qui est intéressant avec lui, c'est justement en tant que deuxième centre, euh, souvent, c'est pas les mêmes qualités de joueurs. Tu sais, il joue Ouais. avec Danny Nelson, il a Ouais. joué le côté droit, là, ça a été une petite porte tournante un Ouais, là, peu. Il y c'est a eu Yzerman. ouais, ben là, c'est ça exactement. C'est l'arrivée de Iserman qui a fait Ouais. en sorte que. Puis il avait joué avec. Il jouait avec Higgins aussi. Fait que bref, depuis qu'il y a eu cette montée-là des deux jeunes dans le programme des moins de 18 ans, là, on voit vraiment la différence. Iserman, c'est un marqueur naturel. C'est ce que Moore avait besoin en tant que tel parce que il y a le descripteur Pete Krobsky qui décrit les matchs du programme. Lui, il l'avait comparé à Dylan Larkin. Puis pour Intéressant. avoir vu Dylan Larkin jouer dans le programme et avec Michigan, puis on le voit en ce moment comment il est bon, je trouve que la comparaison, elle est quand même C'est excellente parce bonne, que ouais. c'est un gars qui est très bon dans les deux zones, dans les deux sens, dans les trois zones, patine super bien, très bon lancer. Donc, c'est ça. Je pense que Oliver Moore, je pense que ce top 8-là qu'on vient de faire, je pense que c'est pas mal canné. C'est très, très solide. Un, C'est un un beau gars choix. qui a été exclu de ce top 8 et c'était un joueur que tu affectionnais beaucoup. Il a même été cinquième lors Ouais. de ta liste de novembre. C'est ton boy, Braden Yeager. Ouais. Euh, Par certaines responsabilités qu'il a eues avec son équipe, peut-être que sa production offensive en a pris un coup. Là, c'est 71 points en 63. C'est bien, c'est très bien. On s'attendait peut-être un petit peu plus à plus. Parle-nous d'un petit peu de ce rôle qui a un petit peu changé et de la manière que ça a affecté son jeu global. Je pense que Yeager, ce qui est arrivé avec lui, puis j'en ai parlé un peu dans notre podcast, c'est Ouais, qu'il manquait de constance cette année. Si tu regardes un gars comme Benson, lui il a été constant toute l'année. Il y a eu de la production, il y a eu, tu sais, les points étaient là, mais juste dans son jeu en général, même des matchs qui faisaient juste un point ou qui ne produisaient pas, il était là, il était impliqué. Dans le cas de Yeager, ça a été un peu plus compliqué. En tout cas, moi, dans les matchs que j'ai vus, en début de saison, en mi-saison. Puis je trouve que les performances sont pas égales. Puis ça devient un peu inquiétant, entre guillemets, parce que est-ce que c'est le genre de gars qui va être capable de se tailler une place comme deuxième centre, disons, dans la Ligue nationale? Moi, je le vois encore, ça ouais, mais c'est sûr qu'il y a des questionnements par rapport à ça. Je ne suis pas surpris de le voir baisser un peu. Il y a des gens qui l'ont très bas. J'ai vu ouais. des listes qui étaient 23, 25. 25, ouais. C'est ça, tu sais, ça. Les gens, ils font leur liste, ils voient ce qu'ils voient, ça, c'est correct. Euh, mais c'est normal je pense que c'est normal de le voir baisser aussi parce qu'il n'y a pas eu une production. La production en tant que telle, moi, je m'attendais à ce genre de production-là, mais je pense que ça n'a pas été le niveau de jeu n'a pas été élevé La tout le long. Puis constance. oui, est-ce que Furkis, comme je parlais, est-ce que Furkis, ça a peut-être donné un peu de trouble? Est-ce Ouais. que Jaeger devait un peu ramasser le côté défensif? Oui, mais en même temps, tu dois quand même, tu dois être capable de t'affirmer, si comme tu tu, veux, comme comme un tu de ces dis, deux si joueurs. certains tombent sur un, deux matchs de Braden Yeager où il n'est pas impliqué, ben c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à le mettre plus bas, mais je pense que avec le nombre de visionnements que tu as de lui, là, je pense que selon ta liste, tu étais à 17. On prend la globalité de la chose, puis on est capable de le classer quand même dans un rang respectable. Ouais. Donc, voilà pour Braden Yeager. Au 10e rang, un joueur aussi qu'on avait discuté, qui a légèrement glissé, c'est Dalibor Dvorský, là, le Slovaque, grand joueur de centre qui évolue en Suède. Là. On l'a vu avec l'équipe junior, l'équipe 1 aussi. Est-ce que c'est vraiment son jeu qui est un petit peu moins impressionnante ou c'est vraiment justement le trio de joueurs américains qui a fait en sorte qu'ils cimentent leur place? Un peu des deux. Moi, je trouve que Dvorsky, ce qu'on avait vu au Link-Up, ce qu'on avait vu avant, c'était de l'attaque, de la grosse attaque, de la grosse confiance avec la rondelle, Ouais, tout ça. Puis malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas vu le cette moins saison. Puis vu. pas dans le sens qu'il n'est pas capable de le faire ou pas dans le sens qu'il a pas été bon. Tu sais, parce que dans l'Allsvenskan, là, il est quand même bon. Le côté production de points Ouais, aussi, c'est pas mauvais quand même. Tu sais, on n'oublie pas que c'est un jeune de 18 ans.
qui joue dans une ligue professionnelle. C'est la deuxième 14 ligue points en 38 professionnelle. cette année. Ce qui est quand même pas mauvais. Ouais. Il a joué au centre aussi. Il avait ses responsabilités-là. C'est juste que je pense que on l'avait vu, on le voyait peut-être top 5, top 3 dans certains cas. Puis, son jeu, il s'est pas matérialisé, il n'a pas suivi. Fait que ça fait en sorte que peut-être de le classer entre. Moi, je l'ai 10 en ce moment. Là, c'est ça, j'ai pas refait de visionnement depuis notre liste. Fait que Vos c'est pour listes, ça ouais. que là, peut-être qu'il va y avoir du mouvement, mais en ce moment, ces deux-là, Jaeger et lui, c'est la tendance, elle est à la baisse, malheureusement. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que là, il y en a d'autres qui montent. Tu as parlé de Moore, tu as parlé. Ben, tu sais, Leonard, il était déjà quand même dans ce range-là pour moi, Ouais. mais Moore, il a monté. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent aussi, qui ont monté un peu. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, ça devient compliqué. Est-ce qu'on peut les garder, ces gars-là, dans le top 10? Pour l'instant, oui, mais en tout cas pour moi, mais c'est ça. Quand on parlait qu'il y avait une cassure un peu au côté talent, ben, je trouve qu'elle est là. Elle est là, Mettons ouais. ton top 8, tu as l'impression que ton top 8 il est solide. En tout cas, moi, le mien, j'ai l'impression que mon top 8 est solide. Il n'y a personne qui peut percer ça. Puis ensuite de ça, j'ai l'impression que là, Il y a des ça. petits doutes. Ouais. Ouais, c'est ça. Attends, le joueur que tu as classé en 11e position, c'est intéressant. Puis pour mettre en contexte, il s'agit du Russe Dimitri Simachev. Tu avais fait justement une évaluation en temps réel de lui cet automne. J'avais vraiment adoré le joueur. Ce n'était c'était pas un gars qui ramassait beaucoup de points, mais Non. sur ta liste de novembre, je pense que tu devais être un de ceux qui le voyaient le plus haut. Puis là, tout d'un coup, depuis quelques semaines, on le voit super haut. Donc, peut-être que tu as été un des premiers à le voir monter si haut. Et là, il continue sa progression a passé du temps quand même en MHL et en KHL. Sa production de points, évidemment, en KHL, pour un défenseur qui joue 5-6e, c'est plus difficile. Ouais. Mais dans son cas, c'est vraiment l'ensemble du jeu qui est intéressant, là. On parle quand même d'un grand défenseur de 6 pieds 4, 200 livres. Donc, Absolument. potentiellement, il va y avoir des belles choses à faire avec lui, là. Oui, puis je vais aussi saluer Simon Saint-Laurent parce que moi puis lui, on était Saint-Laurent, Saint-Lô, il n'a pas sorti sa liste de mi-saison, il n'a pas sorti publiquement, mais lui aussi, on était les deux qui étaient quand même, on l'aimait beaucoup son travail à Simachev. Puis je trouve que si tu regardes juste les points, c'est ça qui est le fun, c'est que mettons quelqu'un qui regarde juste Elite Prospect ou peu importe, puis là, il Ouais, dit ah, ce gars-là, ça n'a pas d'allure qu'il il est pas soit. bon. C'est ça. Ben, c'est là qu'on différencie des fois les gens qui regardent les matchs puis les gens qui ne Exact. regardent pas les matchs parce que si Machev, quand tu le regardes jouer, moi, je pense que c'est le meilleur défenseur. Côté défensif, c'est le meilleur défenseur, selon moi, du repêchage. C'est très rare que la rondelle passe de son côté. Très longue portée, très bon coup de patin, C'est son de patin qui m'avait reculon. impressionné pour un joueur Exact. de sa stature, là. Absolument. Puis le côté attaque, c'est ça qui est particulier, c'est qu'il ne va pas chercher ses points, mais en même temps, je trouve Il que est intelligent, hein. oui, puis il est capable de créer l'attaque. Tu sais, on va peut-être parler un peu plus tard de Sandin Pelika, mais tu sais, Simachev, il a créé cette attaque-là aussi. Ouais. C'est juste qu'on dirait qu'il n'est pas tant impliqué dans le jeu non plus à l'attaque. Mais ça, j'ai l'impression que est-ce que ça résulte aussi du fait que faut que quand il va jouer avec des joueurs peut-être plus talentueux, plus intelligents à l'attaque, quand il va jouer dans la Ligue nationale, c'est peut-être dans 3-4 ans, est-ce que c'est justement ce genre d'attaque-là ou est-ce que là, lui, il va pouvoir s'impliquer? Là, est-ce que ça va se matérialiser en points avec plus de finition, avec plus de joueurs de talent? Ça sera à vérifier. Mais Ouais. côté défensif, je pense qu'il n'y a pas il y a personne qui l'accote en ce qui me concerne, Donc, Simachev. Dimitri Simachev, un nom à retenir. Et ça serait intéressant justement de voir, on a parlé à date de 10 joueurs d'attaque, le premier défenseur qui se Ouais. glisse dans le classement. Est-ce qu'il pourrait être sélectionné plus haut parce que certaines équipes ont des besoins? Ben ça se peut, puis ça sera à voir en C'est juin. sûr et certain qu'il va y en avoir des défenseurs qui vont sortir dans le top 10, C'est clair. inquiétez-vous pas. C'est clair. Au 12e rang, un joueur qui continue sa progression. Puis ça a été le fun aussi de le voir aller durant l'année parce que certains ne l'avaient pas vraiment sur leur radar en début de saison. Tu en avais parlé dans tes 15 joueurs à surveiller. On parle de Nate Danielson, le joueur de centre
des Wheat Kings de Brandon. Et c'est un joueur qui est extrêmement complet. Certains le Ouais, placent étrangement haut. Là, je l'ai vu dans le top 5 de certaines listes. C'est un petit ouais, moi peu aussi. haut. Puis peut-être que tu pourrais mettre les choses en contexte quand même par rapport à Daniel Sen, qui a des super belles qualités, beaucoup de potentiel, mais peut-être pas pour un joueur top 5. C'est Pronman, je pense qu'il l'avait cinquième Ouais, dans sa exact. liste. Puis, tu sais, moi, le Danielson, je pense que c'est un gars, tu sais, il va jouer dans la Ligue nationale de hockey. En tout cas, ça serait très surprenant qu'un joueur comme ça ne joue pas dans la Ligue nationale. Puis, c'est un peu comme Owen Beck l'année passée. Tu sais, à Owen Beck, quand tu regardes ce joueur-là, puis tu regardes ce qu'il peut t'amener, puis ses qualités, tu dis il va jouer dans la Ligue nationale un jour. Est-ce que ça va être ton premier centre? Est-ce que ça va être ton troisième, quatrième centre? OK, je ne sais pas. Ça reste à développer et à vérifier, mais il va jouer dans la Ligue nationale de hockey. Puis Danielson, c'est la même chose. C'est bon coup de patin. Il est très intelligent. C'est un des gars dans les trois zones, dans les deux sens, qui est un des plus intelligents de tout ce repêchage-là. Moi, je l'ai déjà dit à quelques reprises. Je pense qu'en désavantage numérique, c'est le meilleur attaquant défensif que j'ai vu en désavantage numérique. Quand Puis il y en a même, hein. des bons, là, il y a Moore, Barlow, il est bon aussi. Puis il y en a. Mais je pense que Danielson, c'est cette anticipation-là, cette façon d'approcher le jeu à 5 contre 4 dans son territoire qui fait en sorte qu'il est intéressant. Fait que si tu veux avoir un gars complet qui va. Moi, c'est le plafond peut-être qui m'inquiète en guillemets. Ouais, Là. ouais. Je pense pas que Danielson, c'est un gars. Tu sais, Production. c'est parce que c'est ça, quand tu mets top 5, c'est que là, tu dis, Tu tu vas le t'attends à placer dans la certaines choses. conversation de Carlson, peut-être, ou Fantilli, puis là, ça, Il tu sais, est là ça le prend une problème, ouais. production. C'est ça prend une production de 80-85 points, pour avoir ce genre de valeur-là. Fait que je pense que c'est un gars peut-être plus d'une soixantaine de points qui va peut-être avoir une réelle chance de pivoter un deuxième trio, qui va peut-être avoir une réelle chance de peut-être gagner un trophée Selkie un jour. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, si mettons, je compare à Matthew Beniers, que moi j'avais quatrième sur ma liste il y a 2 ans, euh, je pense qu'il y a un Un petit écart. écart par Ouais. rapport à ça. Puis là, c'est sûr que Beniers, là, il produit quand même bien, mais le plafond que j'avais de Beniers ressemblait un peu à ce que j'ai de OK. Danielson, mais c'est dans le jeu d'ensemble que je trouve Beniers était meilleur overall. Je trouvais Plus que c'était explosif, ouais. puis je trouvais que c'était un gars qui allait peut-être gagner le Selkie 3-4 fois à Beniers dans sa OK. carrière, alors que Danielson, je pense que c'est plus un peut-être ici et là, il va aller peut-être en chercher un. Ça sera à voir dans le cas de ces Exact. deux joueurs-là. Position numéro 13, le Tchèque Edouard Chalet, qui se retrouve un petit peu dans le même contexte que Jaeger et Dvorsky. Là, à la Ouais. mi-saison, on les voyait très haut. On a eu des très beaux flashs au championnat du monde junior. Là, l'équipe tchèque avait très, très bien fait. En saison régulière, l'ailier droit, côté production, c'est un petit peu moins là, 14,43. Je ne peux pas me tarir de bien connaître la Ligue tchèque, qui est, selon mes connaissances, moins forte que la suédoise et la finlandaise. Quelles sont tes analyses d'Edouard Chalet depuis le championnat du monde junior, là? Moi, les matchs que j'avais vus de Charlie depuis le championnat mondial de hockey junior, je trouve que c'était l'engagement, le rythme de jeu qui était moins là. Ouais. Puis je trouve que c'est ça qui est important avec lui, ce gars-là, parce que il a quand même du talent, puis il est capable de créer des choses. Je ne les compare pas, mais il pourrait avoir un genre d'impact à la Marco Cachper, ce gars-là. Sauf OK. que j'ai l'impression que le moteur, dans les visionnements que j'ai eus après le championnat mondial de hockey junior, j'ai l'impression que le moteur ne roule pas à la même vitesse que ce qu'on a vu de Cachper, disons, l'année passée. Puis c'est pour ça que là, en ce moment, Chalet, je trouve que là, et finalement, je vais le regarder encore une fois. Puis peut-être qu'on va avoir l'occasion de le voir au championnat mondial de hockey aussi, senior. Là. Fait que ça va être intéressant. Mais j'ai l'impression que là, en ce moment, il joue pas au même niveau qu'il jouait dans la première moitié de saison. Fait que ça, c'est important pour moi de surveiller ça parce que là, oui, la Extraliga, c'est une ligue professionnelle d'hommes et tout ça.
Mais sauf qu'on l'a vu faire des choses dans la première moitié. Puis là, en ce moment, on dirait que un peu moins piqué le long des bandes, un peu moins nord-sud, un peu moins au filet. J'ai l'impression que là, je sais pas, puis au championnat mondial de hockey junior, je sais pas si c'est le moment qui avait peut-être été un petit peu trop gros pour lui Ouais. il y a eu certaines séquences où est-ce que là, on semblait peut-être il était plus ou moins à sa place, mais c'est normal. Il est en Ça va être apprentissage. intéressant de le voir dans le hockey nord-américain lorsqu'il va faire cette transition-là. Exact. En position numéro 14, c'est le Russe Mikhail Gouliaev. Et ce qui est intéressant dans son cas, c'est que je me souviens avoir vu sur la twittosphère que pour certains, c'était cimenté, ça va être le Russe qui va être repêché le plus Ouais. haut. C'est le fun de voir ce petit changement-là qu'il y a eu par rapport à Simachev. Gouliaev, dans son cas, c'est vraiment des instincts offensifs un petit peu plus purs, là. En MHL, Exact. c'est 25 points en 22 quand même. Il a eu du temps en KHL. Mais parle-nous un petit peu de ces différences avec Simachev. Ben, c'est parce que c'est ça, ces deux, on dirait qu'ils sont aux antipodes tous les deux. Ouais. C'est Simachev, c'est la stabilité défensive avec cette touche d'attaque-là qui peut arriver. Alors que Gouliaev, c'est l'attaque avec quelques problèmes défensifs. Fait que là, ça dépend vraiment de la valeur que tu veux amener à ces attributs-là. Euh, Moi, je pense que Gouliaev dans la Ligue nationale, à son prime, là, quand il va avoir peut-être 24, 25, 26 ans. Puis là, c'est pas son prime en tant que tel, mais quand il va être établi dans la Ligue nationale, je pense qu'il peut aller chercher du 50, 55 points dans la Ligue nationale. Un genre de Quinn Hughes. OK. Je ne compare pas encore une fois, mais j'ai l'impression qu'il y a ce potentiel-là offensif de son côté, d'être impliqué dans les attaques, soit en avantage numérique. Il crée la transition avec ses patins, avec ses passes, mais il est impliqué aussi dans la zone, crée des jeux. Donc, c'est ça. C'est ça qui est drôle avec ces Ouais. deux-là. En position numéro 15, ça va être intéressant de comprendre un petit peu la raison du pourquoi il est classé là. C'est Gabriel Perrault, encore Gabe, Ouais, ce Canadien qui joue avec le programme de développement américain. Il est le troisième membre de cette première ligne avec Will Smith, Ryan Leonard. Donc, il joue à leur gauche. Et c'est le c'est le joueur le meilleur. plus productif parmi les trois. Donc, on Exact. parle quand même de 101 points en 58. J'ai hâte de t'entendre nous dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas classé énormément plus bas que les autres, mais pourquoi il y a une petite différence en termes de, de plafond puis de ce qu'il pourra faire dans la LNH, là. Ouais, moi, je pense que c'est le gabarit puis le style de jeu de Perrault qui va peut-être, en tout cas pour moi, qui va faire en sorte que peut-être ça va être un peu plus difficile d'atteindre Intéressant. un 80-85 points dans les nationale parce que il est plus petit, il joue un style un peu plus, je vais dire de finesse, là. Perrault, c'est que je trouve qu'il a amélioré son jeu plus vers le filet, un peu moins frileux. Mais dans la Ligue nationale, je ne sais pas à quel point ce qui est capable d'accomplir près du filet, ce qui est capable d'accomplir avec la rondelle va se transposer. Les défenseurs sont gros, les défenseurs sont physiques. Est-ce que euh, de le voir travailler en périphérie, est-ce qu'il va aller chercher le même nombre de points qu'un gars comme Leonard, mettons, qui est dans le trafic Est-ce ou, est-ce que tu ou même Moore? entrevois, excuse-moi, est-ce que tu Ah, entrevois vas-y. une légère baisse de production par rapport à ses coéquipiers quand ils vont faire la transition à l'université dans la NCAA? Ils vont jouer contre des gars de 22, 23 ans, pas mal plus gros. Est-ce que c'est un gars qui pourra passer plus de temps dans la NCAA que les autres aussi? En fait, moi, je ne sais pas si la production va tant baisser dans la NCAA, mais je pense que la production va baisser dans la Ligue nationale, ou en OK. fait pour accéder à la Ligue nationale. Fait que, tu sais, je ne serais pas surpris l'année prochaine, les trois, s'ils jouent ensemble avec Boston College, je ne serais pas surpris encore qu'ils soient des gars de presque un point par match et peut-être plus dans la NCAA. Ça, je n'aurais même pas de misère à voir ça. OK. Mais je pense que c'est plus le style de jeu qui fait en sorte que Perrault, puis c'est un ailier aussi. Donc, tu sais, puis lui non plus, défensivement, il n'est pas.
c'est pas le meilleur défensivement non plus. Fait que j'ai hâte de voir à quel point cette transition-là peut avoir lieu dans la Ligue nationale parce que je trouve que son jeu est un petit peu moins euh, rugueux, je vais le dire encore, là, par rapport à un gars comme Leonard, par rapport à un gars comme moi aussi qui est quand même nord-sud, qui est très vitesse. Ouais. Donc, c'est ça. En position numéro 16, le gros bonhomme du Wolves de Sudbury, Quentin Musty, l'ailier gauche, 6 pieds 2, 205 livres. Là, on l'a vu impliqué dans certaines bagarres récemment. Donc, c'est quand même un gars Ouais, sans être exactement le même genre de joueur, on pourrait avoir certaines aires de Josh Anderson. 72 points en 48. Donc, il a été blessé, il a manqué du temps. ouais. Sa production serait supérieure quand même dans une équipe de Sudbury qui n'est pas, disons, qui a été un petit peu vidée, là. C'est pas dans les tops, mettons. Non, Là. c'est ça, c'est pas dans les tops. Il a réussi quand même à s'imposer cette année. Donc, c'est un profil intéressant en 16e position. Musty, là, qu'est-ce qui est comique avec lui, puis je pense que Seb Gagné était comme ça aussi, c'est que tout est dans la projection pour ce gars-là. Ouais. Euh, Gros gabarit, qui a un bon coup de patin, qui est quand même un bon coup de patin pour son gabarit, bon lancer, de très bonnes mains. C'est que c'est un genre de. Les Anglais ils disent ça, des unicorns, là. C'est un prototype qu'on voit pas beaucoup sortir. Ouais. Puis que dans la Ligue nationale, tu dis, tabarouette, on aurait dû mettre la main sur ce gars-là. Puis je pense que Slavkovski, c'était un peu ce genre de prototype-là que les joueurs, les recruteurs du Canadien, puis la direction du Canadien voyaient l'année passée. Puis j'ai l'impression que Mosti, c'est ça, c'est que si tout se met en place, il se fait coacher, s'il se fait donner des trucs, s'il améliore certains aspects de son jeu, j'ai l'impression que ça peut être un gars qui peut être non seulement dangereux côté physique, être dérangeant, mais c'est un gars qui peut peut-être aller chercher du 30 buts, du 75 points, un genre de Brady Kachuk, entre guillemets. Puis là, c'est là que là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce que ce Ouais. gars-là devrait sortir de top 10 ou est-ce que c'est trop risqué puis il sort 25? Donc, c'est ça. Souvent, dans le profil de ces joueurs-là, et tu me diras si c'est son cas aussi, on a un certain manque de constance là, de ces gros Ouais. bonhommes-là qui produisent dans le junior. On a de la misère à avoir ça sur une période, disons, assez étendue. Est-ce que c'est ça que tu as vu un petit peu de Musty cette année, là? Musty, là, dans le fond, moi, les matchs que j'ai regardés de lui, j'en ai regardé quand même plusieurs. Là. Je pense que je suis rendu à comme 16-17 matchs de lui. Là. Ouais. Puis souvent, dans les matchs qui est très bon, dans les matchs qui ramasse des points, puis il est très bon, il est très solide. Puis dans les matchs où est-ce que c'est un peu plus compliqué, où est-ce que Sudbury, disons, perd 4-1, puis tout ça, là, on dirait qu'il est pas toujours là. On le Ça, voit ça fait pas. partie de tous les points d'interrogation, justement, qu'on a à discuter dans son cas. C'est que là, est-ce que c'est juste une question de progression, juste une question de développement? Puis, moi aussi, je l'ai mis dans mon milieu de première ronde au 16e parce que c'est ça, c'est que je suis pas encore, je sais pas où est-ce qu'il va aller. Je Ouais. sais pas où est-ce qu'il est dans la. Je sais qu'il y a du talent, je sais qu'il y a un profil intéressant, mais je sais pas si c'est un gars que je suis prêt à risquer d'aller mettre, je sais pas, 10-11. Puis je sais pas si je me dis, ah, peut-être que j'ai eu des visionnements trop favorables, peut-être que j'ai un désir de voir ces joueurs-là dans la Ligue Peut-être que nationale. certaines équipes vont être plus prudentes dans son cas. Exact. C'est, moi, j'ai un billet un peu pour ce genre de joueurs-là. Là. Je pense que Ouais. tu sais, c'est pas inconnu, là, des joueurs de talent un petit peu gros gabarit qui sont mobiles puis qui sont physiques, tout ça. Tu sais, quand vous voyez mes listes, tu sais, on avait Matthew Nice plus haut que la plupart à cause de Ouais. ça. C'est ce genre de prototype-là. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir dans Parfois, quel Mosti. parfois, on se trompe, parfois on vise dans le mille. C'était le C'est cas un ça. petit peu d'un Jimmy Snuggerud l'an passé. Là. Vous l'aviez plus haut que la norme, puis on le voit ce qu'il fait cette année. C'est Exact. assez impressionnant. 17 position, en 17e position, pardon. L'attaquant, encore un autre attaquant, Keon Zimmer des Cougars Ouais. de Prince George dans la WHL. Quand même une belle production, 80 points en 63. Parle-nous un petit peu du profil du joueur.
moi, Zimmer, je trouve ça assez quand même surprenant, cette production-là. Pas parce qu'il est pas talentueux puis il est pas capable de le faire, mais c'est beaucoup de points quand même. Tu sais, à un moment donné, il était deuxième meilleur pointeur de la WHL. Il se battait avec Benson, il se battait avec Crystal. Ouais. C'est beaucoup pour lui parce que moi, je vois pas ce genre de production-là dans la Ligue nationale de hockey. Je vois pas que ça, je m'attends pas à ce que ce soit un gars de 70, 75, 80 points. Je pense que c'est plus un genre de joueur qui va être capable de s'impliquer physiquement, lui aussi. Même chose, un peu que Musty, quand même un bon gabarit, qui est capable d'être Ouais. dérangeant, qui amène les rondelles au filet, qui s'en va se placer devant le filet. Donc, c'est ça. Je pense que c'est plus un genre de gars, je verrais faire du 30 buts, peut-être 55 points, quelque chose dans ce genre-là, parce que oui, il y a des petits problèmes de patin. Oui, des fois, c'est jeu à l'attaque. C'est pas le gars le plus créatif. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est un. Évidemment, ça va probablement le limiter dans la Ligue nationale parce que il faut, ça prend du talent. T'as beau avoir. Tu sais, Gallagher, c'est un peu ça. Je les compare pas, mais tu sais, Gallagher, c'est un gars qui a fait 30 buts, 55 points dans la Ligue nationale, mais on n'aurait jamais pu s'attendre à plus que ça de Gallagher. Parce qu'il n'y a pas cette créativité-là, il n'y a pas ce talent-là, juste brut, C'est comme naturel. ça que tu vois Zimmer produire dans la Zimmer, NH, là, avoir le puck exact, dans je la m'attends. circulation. Puis, C'est ça. Aller chercher, pas nécessairement, c'est pas que c'est un mauvais passeur, puis c'est pas un gars qui connecte les jeux, tu sais, il est capable de le faire, mais je pense que c'est pas nécessairement ses qualités premières. Fait qu'à ce moment-là, il faut que tu deviennes un gars près du filet, qui joue le long des bandes, qui s'en va prendre des retours de lancer, dévier des tirs, donner de l'espace, donc c'est ça. Puis défensivement, ben, c'est sûr qu'il est un peu so-so aussi. Fait que je pense que milieu de première ronde, c'est un beau pari, entre guillemets. ouais. Mais encore une fois, ça peut être en haut, en bas. Peut-être qu'il y en a qui l'ont 11, il y en a d'autres qui l'ont 30. Je pense que Matt, il ne l'a même pas dans son top 32. Avant de, C'est avant, ça. avant de continuer en 18e position, il y a une certaine cassure là, par rapport à ces 32 meilleurs joueurs. Selon toi, elle Absolument. est où? Là? À partir de qui on se dit, ouais, là, ça commence à être, on est moins sûr. Là. Tout à l'heure, moi, je te dis, j'avais une cassure à 8. Puis ensuite de ça, je te dirais que j'ai probablement une cassure à 15, mettons à Après Perrault. Perrault. OK. Ouais. Enfin, je ne veux pas mettre Musty parce que je ne suis pas en cassure à 100%. Puis C'est intéressant. à partir de là, Musty jusqu'à. Ça On peut être va, assez là, relatif. écoute, Là. il y a des arguments pour tout, là, selon Ouais. moi. Là. Je pense que quelqu'un qui a Musty 30, puis quelqu'un qui a Sandin Pelika 14 comme Seb, c'est très pêle-mêle cette année. C'est pas que les années, pas que les autres années, c'est pas comme ça, mais je trouve que cette année, c'est très wild parce que moi, j'ai des gars dans la 40e position sur ma liste, mettons, que je serais comme ah ben tu sais, peut-être Pour que remonter. il pourrait monter jusqu'à Ouais. 22, mettons. Tu sais, il y a rien qui empêche ça. Là. C'est intéressant, puis c'est une nuance qui est importante à amener en vue du repêchage. Parfois, on se questionne par rapport à ces late choix, mais Ouais. ça peut bouger beaucoup. On va enchaîner un petit peu plus rapidement quelques attributs plus rapides sur certains joueurs. Là. En 18e position, un autre gros Canadien, Callum Ritchie, un centre qui joue à Oshawa. On l'avait plus haut Ouais. nos visionnements, dans nos précédentes listes, pardon. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il baisse? De son côté, c'est une production en dents de scie aussi. Là. Exact. Je pense que c'est le niveau de talent peut-être qui est. En fait, il y a un bon talent en tant que tel. C'est un gars qui a beaucoup d'habileté dans sa zone aussi. Sauf que j'ai l'impression que le plafond offensif est moins élevé. Ouais. Est-ce que c'est coulé dans le béton? Mais évidemment que non. Peut-être que c'est un gars qui va, côté production, va peut-être rattraper un gars comme Danielson. On pourrait peut-être le mettre 12, 11 dans ce coin-là aussi. C'est à peu près le même type de joueur. Jusque-là, je pense que c'est Ricci. Je vois un petit peu moins de plafond offensif que Danielson, mais les deux sont excellents dans leur zone. Fait que ça ne joue pas à grand-chose. C'est juste une question de points, selon moi. En position numéro 19, non, il ne sortira pas premier overall. Il s'agit de Non. Colby Barlow. Ouais. Et on l'a vu dans le match des Espoirs, pour ceux qui sont un petit peu moins habitués de les suivre durant l'année, c'est un gars qui est là physiquement. Là, au niveau mature, il est prêt pour la LNH en termes de stature et de la manière qu'il approche la game. Un bon physique aussi, là, 6 pieds 1, 187 livres. Belle production, 78 en 58.
Est-ce que, Très belle où production. sont, où sont ses limitations selon toi en termes de joueurs? Parce qu'il y en a encore qui le placent dans le top 10 aujourd'hui, là. Et puis, sais-tu quoi? Colby Barlow, là, je trouve que c'est ma plus grande déception du OK. repêchage, dans le sens que ce gars-là, quand il est dans sa game, je pense que c'est un gars qui peut sortir dans le top 10. Je pense que c'est un gars qui pourrait sortir 7, 8. J'aurais pas de misère avec ça. Le problème, c'est que moi, dans les visionnements que j'ai eus, c'est rare que. Souvent, il est dans sa game pour 4-5 chiffres, puis il y en a 15 autres que là, c'est comme pas si pire que ça. Puis là, ça me donne l'impression que est-ce que dans la Ligue nationale, tu peux t'en tirer avec 4-5 très bonnes présences, puis 16-17 présences très ordinaires. Donc, c'est ça. Parce que, tu sais, on le voit marquer, il y a un excellent lancer, on le voit marquer des buts, des avantages numériques. Tantôt, je te disais, il travaillait bien, quand même bon. Moi, je trouve que son patin est moyen, Ouais, personnellement, on l'a vu. mais ça ne l'empêche pas d'être productif, puis ça ne l'empêche pas d'être impliqué quand il décide de l'être. Fait que moi, pour moi, Barlow, j'ai, je trouve ça tellement dommage parce que ce gars-là, s'il me montrait plus régulièrement qu'il a de la constance, qu'il est capable d'avoir un impact plus régulier dans ses présences dans un match, au-delà, parce que c'est beau faire 3 points dans un match, tu sais, j'en ai parlé dans le podcast. Ouais, Il a fait les matchs de 3 points les plus plates que j'ai vus, là, parce qu'il a c'est fait ça. mettons, il a marqué 2 buts sur l'avantage numérique, il allait ramasser une petite mention d'aide de bonbon en fin de match dans un filet désert. Tu regardes la feuille, il y a 3 points, c'est spectaculaire, mais il y a On l'a 15 pas vu. présences. C'est ça, il y a 15 présences qu'il était là, il a patiné, il a fait une petite mise en échec ici et là, il a pris un lancer au filet, mais il n'était pas là. Il était présent, mais il n'était pas là. Fait, dans le cas de Barlow, c'est tellement. C'est un autre gars aussi que j'aimerais voir en série élever son jeu d'un cran parce que je pense que pour moi, Barlow, il y a encore une possibilité d'aller ramasser le top 15. Je ne OK. sais pas le top 10, mais au moins aller ramasser le top 15. Mais j'ai besoin de voir des séries constantes. J'ai besoin de voir des séries où est-ce que il va être le leader qui est pour Et cette équipe. ça va être intéressant de le suivre avec Absolument. Owen Sound. Je vais énumérer certains noms un petit peu plus rapidement, m'arrêter sur certains qui ont retenu mon attention. Position numéro 20, Riley Height, un centre des Prince George dans la WHL. Position numéro 21, on s'arrête sur Étienne Gauthier, le premier Québécois de notre liste, hein, on le sait, il joue dans une Ouais. grosse machine à Sherbrooke, Mhm. principalement sur la deuxième unité. Qu'est-ce que tu as vu de Gauthier? Et on a vu certaines limitations par rapport à peut-être certaines attentes qu'on avait par rapport à l'année passée où on l'avait vu avec Benson et Yeager à Olinka. Donc, on n'a pas toujours pu en avoir pour notre appétit en regardant Étienne Gauthier cette année. Ouais, ben dans le fond, moi, Gauthier, tu sais, on parlait de complément tantôt avec certains joueurs, tu sais, comme Leonard, tout ça, mais je pense que lui, c'est vraiment un prototype de complément parce que c'est le genre de joueur que tu peux faire jouer avec n'importe qui dans ta formation. Il pourrait jouer sur le premier, deuxième, troisième, quatrième trio. Il va t'amener une production parce qu'il est talentueux, mais aussi parce qu'il fait les choses de la bonne façon sur la glace. Le problème que moi j'avais avec lui, c'est que, en fait, c'est pas un gros problème parce que je l'avais pas super haut non plus tant que ça au classement préliminaire, mais je pense que le plafond offensif de Gauthier, c'est plus une cinquantaine de points peut-être. OK. Ce qui est excellent, tu sais, C'est très bien, ouais, ouais. quand on dit ça, là, tu sais, on dit pas ça de façon Ça, il faut péjorative, c'est juste relativiser, que, là, ça demeure excellent, exact. là. Tu sais, si on classe nos joueurs, tu sais, comme Barlow, que on vient de parler, Barlow, s'il est dans sa game, peut-être qu'il peut faire du 80 points dans la Ligue nationale, on ne sait pas. Peut-être marquer 40 buts. Tu sais, ça, est-ce qu'il est capable d'amener cette game-là à ce niveau-là? Ça, c'est Ouais. une autre affaire parce qu'on sait qu'il va le faire. Mais Gauthier, je ne sais pas s'il y a cette coche-là de plus pour aller ramasser du 70, du 75 points. Et Mais c'est un gars c'est un couteau suisse. Il peut jouer partout, il va ouais. faire les choses, puis les coachs, ils vont l'aimer parce qu'il va jouer de la façon dont tu veux que ton équipe et que tes joueurs jouent.
Et c'en est un autre qui pourrait mousser sa candidature en ayant des bonnes séries éliminatoires avec Sherbrooke qui risque de se Absolument. rendre très loin. Je Absolument. m'arrête aussi au numéro 22, là, le Russe Daniel Butt, qui a percé Ouais. le top 10 de Corey Pronman de The Athletics. Est-ce que, selon toi, Pronman s'est arrêté à sa stature, hein, quand même, un gros bonhomme, 6 pieds 5, 203 livres, quand même une belle production à MHL, 26 en 26, Ouais. mais pourquoi le voir si haut et qu'est-ce qui fait en sorte que pour toi, tu ne perceras pas le top 10? Moi, je pense que Pronman, ce qu'il aime du côté de Boot, c'est évidemment le gabarit, c'est son tir, le fait qu'il est dangereux à l'attaque, qui va être un marqueur de but probablement au prochain niveau. Puis je pense que c'est le profil aussi. C'est Ouais. qu'est-ce que Daniel Boot pourrait être dans la Ligue nationale. C'est ça qui est intéressant, je pense, du point de vue de Pronman, c'est qu'il regarde cette bébête-là, puis il se dit s'il se fait la même chose, parce qu'il a un bon patin, bout, puis tout ça, quand même, il est agile. Il améliore certaines petites facettes de son jeu, lui aussi, il peut devenir un genre de licorne, comme je disais tantôt avec Musty, tu sais. Fait que j'ai l'impression que peut-être que c'est ça du côté de Pronman. Moi, de mon côté, Boot, c'est un joueur que j'aime bien regarder. Je trouve que à l'attaque, sa finition, son jeu près du filet, le côté marqueur, il est là. OK. Évidemment, le gabarit est intéressant, ça c'est Ouais. sûr et certain. Mais moi, ce que j'aime moins un peu de Boot, c'est tout l'aspect créativité, c'est l'aspect exécution Ouais. de certains jeux de base que des fois je regardais, j'étais comme, ah, ben ouais, j'ai regardé des matchs de Pee-Wee que l'exécution était meilleure que ça. Juste ça en blaguant, évidemment, parce qu'il est capable de les faire, les jeux, mais j'ai l'impression qu'il y a ça du côté de Boot qui manque, mais ça aussi, ça peut être du développement. Ouais, Mais absolument. j'aime ce qu'il a fait même la KHL. J'ai regardé des matchs dans la KHL. Je trouvais Ouais. qu'il était quand même à sa place, même s'il ne Même si la produisait pas. production n'est pas là, ouais, absolument. Exact. En position numéro 23, Matthew Wood, le Canadien qui joue dans la NCAA, peut jouer à l'aile gauche, à l'aile droite. Un profil intéressant aussi. Position numéro 24, Tanner Molendyk, un défenseur des Blades de Saskatoon qui a eu une belle progression par rapport à tes précédentes listes. Ouais. Numéro 25, je m'arrête sur lui, Grayson Sachin, centre des Thunderbirds de Seattle. Et Ouais. la raison pour laquelle c'est un candidat qui m'intéresse, c'est qu'il joue dans une des meilleures équipes Au juniors que je peux Canada. me souvenir au Canada, puis dans les dernières années, là, avec les acquisitions quand même de Dylan Gunter, Brad Lambert, on a toute une machine offensive, Ouais. en plus des joueurs qui étaient déjà là. Donc, il se retrouve quand même dans une première ronde, dans un rôle réduit. On l'a vu sur une troisième ligne quand même à répétition cette année. Mais c'est un joueur qui est quand même très talentueux. Puis on l'a vu au match des espoirs. Il en a mis Ouais. plein la vue aux recruteurs, là. Absolument. Puis c'est la combinaison de talent puis de chien aussi qui fait en sorte que c'est attirant dans le cas de Sachin parce que on parlait de Benson un peu plus tôt qui était qui avait du talent, mais aussi qui était dérangeant. Mais Sachin, il y a cette petite touche-là aussi qui fait en sorte que il va venir te picosser. Puis à un moment donné, ça peut te jouer dans la tête. Tu sais, il y en a des défenseurs ou des joueurs à un moment donné qui vont sortir de leur match par rapport à un gars comme Sachin ou un gars de ce profil-là. Puis évidemment, c'est les mains. Il est tellement talentueux, il a tellement de bonne vision, une bonne créativité. Tu sais, je pense, j'en ai parlé dans le podcast, s'il mesurait 6 pieds, pesait 185, mettons, il se battrait probablement pour le top 10 et C'est ça, là, peut-être on est à 5 pieds 11, près de 170 160. livres, là. Ouais, exact. Je pense que c'est là que ça joue de son Ouais. côté, c'est qu'il y a une certaine limite qui fait en sorte que peut-être qu'il ne pourra pas devenir un gars de 70-80 points dans la Ligue nationale. Ce serait intéressant de le voir l'année prochaine. En série, oui, en série, mais surtout Ouais, l'année aussi. prochaine, lorsque la majorité de ces joueurs vedettes-là auront quitté. Position numéro 26, un des joueurs les plus polarisants de ce repêchage, là. Absolument. Il y en a beaucoup qui le placent dans le top 10 et qui le mettent très, très haut. Il y en a d'autres qui ont des craintes qui sont fondées. Ben, c'est ton cas. Andrew Crystal, ailier gauche du Rocket de Kelowna, 84 points en 69 matchs, si je ne me trompe pas. Et
on a quand même vu un ralentissement par rapport à sa production depuis quelques semaines, mais ça reste quand même digne de mention pour être aussi haut à son âge. Là. Oui, puis là, de toute façon, là, il a repris du poids de la bête aussi depuis quelques matchs. Fait qu'il OK. il s'est relancé côté points. Mais Andrew Crystal, moi, c'est. En fait, je pense que Andrew Crystal, les gens qui l'ont, mettons, 15 ou 13, 14, tu sais, moi, j'ai pas de misère avec ça. J'ai pas de misère à ce qu'une équipe dise à partir du 13e, 14e rang, on prend une chance d'avoir un gars comme Ouais. Crystal dans notre banque d'espoir. Ça se Moi, complique quand on le voit au 7, 6, 7, 8, 8e rang. exact. C'est là, moi, que j'ai beaucoup de misère parce que je me dis, est-ce que Crystal peut te donner assez. Parce que je comprends les gens qui vont dire Will Smith, il donne exactement le même genre de vibe, là. Genre de production offensive très Ouais. élevée, qui est un patin un peu moyen, puis défensivement à risque. Ça, tu sais, j'ai pas de misère à croire, mais moi, je trouve que Smith, dans l'ensemble, il est plus impliqué, puis je trouve que beaucoup plus de facilité, probablement, à atteindre un plafond élevé dans la Ligue nationale, pourrait jouer sur un troisième trio, puis, tu sais, dans le pire des cas. J'ai l'impression que Crystal, de par son manque d'engagement, de par son jeu défensif qui est très, très moyen, très ordinaire, ce gars-là, il a pas de valeur en bas du top 6. Donc, si tu le fais jouer sur un top 6, OK, il va avoir une production, il va être capable de produire des points. Ça va probablement être un producteur de points dans la Ligue nationale si tu le fais jouer sur ton top 6. Si ça ne Mais si fonctionne pas, tu. c'est terminé. Là. Exact, si ça ne fonctionne pas, c'est très difficile. Fait, pour moi, c'est un gros pari. Puis en même temps aussi, c'est que est-ce que il va être capable d'aller atteindre ce niveau-là de production dans un top 6? Quand que aussi, tu vas avoir des défenseurs qui vont le marquer. Il y a pas le patin nécessairement pour les contourner. Oui, il y a des bonnes mains, excellente vision, ça, c'est parfait. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de points d'interrogation, moi, de mon côté, de Crystal, qui fait en Ouais. sorte que j'ai beaucoup de difficultés à le monter. En fait, pas que j'ai de difficultés à le monter, c'est la difficulté à le monter à un rang où est-ce que il y a certaines personnes qui le voient. Il y a des gens qui le voient C'est top plus ça. 5, Ouais. des gens top 10. C'est là que j'ai de la misère. Mais il pourrait monter dans ma liste, Crystal, parce que lui aussi, quand je vais refaire une badge de visionnement, on ne sait jamais. Mais tu sais, si vous avez vu mes observations en temps réel, les 3 matchs qu'il a joués, vous voyez le prototype. Le gars, Absolument. On l'a vu le gars, vraiment. c'est ça. Le gars, il est impliqué dans l'attaque quand la rondelle est là, il est capable de faire des points, Sinon, c'est timide. Ouais. mais sinon, il n'est pas tant là. En 27e position, le défenseur autrichien David Reinbacher, qu'on avait vu avec l'équipe autrichienne au championnat du monde. Qui va Autre sortir défenseur. top 10, lui. Ouais, c'est ça. Ah ouais, lui, il va sortir top 10, c'est sûr et certain. Nous autres, on ne l'a pas haut dans notre classement, mais lui, je suis Quant convaincu au qu'il va sortir top profil, 10. ouais. Exact. Puis, dans le cas de Reinbacker, c'est là que ça se joue. C'est que c'est un très Ouais. bon défenseur. Je trouve que c'est un bon défenseur dans plusieurs aspects du jeu, mais est-ce que c'est un défenseur que je vois sur la première paire? C'est là, moi, le problème que j'ai avec lui. Donc, si tu le repêches 15, encore une fois, excellent. Tu sais, je pense Ouais. qu'il y a de la valeur, mais de le repêcher 7-8, c'est là que moi je le dis, eh boy, Ça là, devient un peut-être qu'on risque. on n'a pas la même vision. Mais il Ouais. va se faire repêcher dans le top 10. Défenseur Étienne Morin en 28e position du Wildcat de Moncton. Donc, lui aussi, Ouais. belle production offensive cette année. Il a bien paru au match des meilleurs espoirs. Et le dernier joueur sur qui on va attirer notre attention, c'est en 29e position. N'en déplaise au collègue Seb Gagné, là, qui lui le voit dans sa soupe. Ouais. Mais il n'est pas tout seul. Hein. On l'a vu aussi, la Non, liste de Bob McKenzie. Axel Sandin Pelika était très haut. Il absolument. joue en SHL, là, en la première ligue suédoise. Et dans l'équipe junior, la production offensive était là. En équipe première, moins de production offensive, mais c'est quand même bien débrouillé dans les circonstances. Pourquoi est-ce que tu le vois en fait première ronde, toi? C'est exactement ce que je dis dans la même chose que je dis dans notre podcast. Moi, Sandine Pelika, je trouve que il me donne une vibe un peu de un genre de Victor Mété, de genre de Mathias Norlinder. Puis je veux, tu sais, Tu vas encore, refroidir beaucoup, là. ouais, c'est ça, mais je veux pas, encore une fois, tu sais, moi, je peux me tromper, là, Ouais, mais ouais. c'est un gars qui, je trouve que très mobile, quand même un plus petit gabarit, mobile,
capable de contrôler la rondelle, capable de faire progresser l'attaque. Ça, j'ai pas de problème avec ça. C'est d'un coup que l'attaque est installée, je ne le trouve pas tant impliqué dans le jeu. Je trouve qu'il est là, mais sans nécessairement euh, être impliqué. Tu sais, il ne sert pas beaucoup d'appât non plus. C'est pas un gars, je trouve, il n'y a pas un lancer foudroyant, il y a un bon lancer, mais fait, que, tu sais, il est là, mais en même temps, il n'y a pas ce côté créativité-là, si tu veux, comme Gouliayev a, Ouais. Gouliayev a, que la rondelle arrive sur sa palette, puis là, il a repéré une ou deux options, puis là, il faut que tu le respectes. Parce que là, il peut la passer n'importe où, il peut la passer à travers la boîte, des choses comme ça. Ce que je trouve Sandin Pelika manque un peu. Encore une fois, c'est un gars qui, je pense, va sortir proche du top 10. Puis c'est bien correct. Moi, si j'avais ma job en jeu, je ne le ferais pas. Un OK. plus petit gabarit. Mais je pense que dans les visionnements que j'ai eu avec le championnat, je l'ai regardé au mois d'octobre-novembre, j'ai regardé au championnat mondial de hockey junior et j'ai regardé d'autres matchs après. Puis c'est un gars qui va dans la bonne direction. Fait que je pense que pour Sandin Pelika, il va monter peut-être dans ma liste selon les visionnements que je vais avoir. Mais je pense pas que vous allez Va être aussi voir haut que percer d'autres. Ouais. mon top 20, mettons. Et Mais s'il monte, il peut monter un peu. les équipes de la LNH vont souvent avec ce que ce joueur pourrait devenir plutôt Exact. que des perceptions plus réalistes. Et Absolument. c'est ce qui fait en sorte que parfois, il y a autant d'équipes qui peuvent se tromper. En Mais c'est 30e, aussi, rapidement, c'est aussi des fois, c'est que selon ta banque d'espoir aussi. Tu sais, des fois, tu as, certains espoirs dans ta banque, puis là, tu dis, on a besoin d'un un défenseur droitier ou quelque chose dans ouais, ce genre-là. Fait que absolument. là, à ce moment-là, si tu as 6 défenseurs droitiers dans ta banque d'espoir, ben là, c'est sûr que là, Sandin Pelika, il On va devient moins passer. attrayant. C'est ça. Fait que c'est pour ça, des fois, nous, on n'est pas dans cette situation-là. On n'a pas à dealer avec un DG, puis on n'a pas à dealer avec une banque d'espoir. Fait qu'on y va avec C'est y selon aller avec ce notre que vous appréciation. voyez. Ouais, exact. Exact. Fait que c'est Ouais, normal que Seb, il l'a plus haut, puis moi, je l'ai plus bas. Tu sais. exact. En 30e position, le Québécois qui joue à Halifax, Mathieu Catafort, belle saison aussi. 31e Ouais. position, Hunter Bucevich. Il joue dans une équipe défenseur, joue dans une équipe un petit peu compliquée là, avec les Rangers de Ouais. Kitchener. Donc, plusieurs histoires qui se passent. Bref, le profil est intéressant. Et le dernier joueur qui complète ta liste, Simon, c'est le gardien Carson Bjornsson. Donc, le premier gardien sur cette liste. On sait qu'il y en a d'autres qui frappent à la porte. Mathieu Absolument. Paradis a fait quelques profils intéressants sur certains gardiens qui pourraient peut-être être plus réalistiquement en deuxième ronde ou en fin de première ronde. C'est ce qui met fin Absolument. à cette couverture de tes 32 meilleurs espoirs. Ça va être intéressant de suivre. Là la vraie saison commence. Là. Tu nous l'as mentionné, là, certains sont béton. Il y a place à beaucoup de mouvements, mais puis ça va clairement être le cas là, parce que c'est là que Ouais. souvent on voit le caractère des joueurs qui ressort. Ils vont faire partie des séries éliminatoires dans leurs ligues respectives. Donc, ça va vraiment, vraiment être intéressant de voir ce que les joueurs ont dans des moments clés. Là. Absolument. Les séries, moi, je m'en cache pas, je l'ai dit régulièrement. Moi, les séries, ça joue beaucoup dans ma liste. Pas que je fais passer des gars de 12 à 30, mais je pense qu'il y a des gars qui peuvent monter. J'ai donné l'exemple de Raphaël Lavoie dans le podcast. C'est un gars qui avait passé je pense, il était comme 30 à 22 sur ma liste à cause qu'il y avait eu des séries extraordinaires. Il avait marqué Ouais. 21 buts, je pense, en série en 2019. Fait que c'est ça, je trouve que c'est un gars. Il y a beaucoup de gars qui vont probablement cimenter, si tu veux, certains rangs. Il y Ouais. en a d'autres qui vont peut-être passer plus haut, descendre. Puis c'est important aussi parce qu'il y a le U18 qui s'en vient par la suite. Puis où en fait, le U18 va être pendant les séries en même temps aussi. La Coupe Memorial, il y a des équipes qui vont être là avec des espoirs, Ouais. assurément, que ce soit. Ben, déjà, Kamloops va être là. Ils ont Connor Levis qui est là, entre autres. Fait il va y avoir des espoirs qui vont être là aussi à surveiller. Puis le championnat mondial de hockey senior, Ouais. où est-ce que là, d'habitude, tu as beaucoup d'Européens. Puis on va probablement peut-être voir Fantilli qui va peut-être être invité ou même Bedard, on ne sait pas. Enfin,
ça devient intéressant à surveiller ça parce que là, évidemment, c'est une compétition avec des hommes. Donc, des fois, il y en a qui montent un peu leur. Slavkovski, c'en était un, hein, il a Ouais, monté un leur jeu peu d'un cran. son stock aussi au repêchage. Ouais. Il y a des joueurs qui. Et, Casper, même chose, Jirichek l'année passée. Fait que c'est ça. et même s'il reste moins de hockey en arrière, devant nous qu'on en a en arrière, c'est l'importance de ces rencontres-là qui vont faire en sorte que justement certains vont monter leur stock value. C'est ce qui met fin Exact. à notre bilan de mi-saison des meilleurs espoirs en vue du prochain repêchage. On va se faire définitivement un autre épisode en marge du repêchage à Nashville, mais j'invite les gens à continuer à suivre toi, Simon, et les autres intervenants du TSLH Espoir parce vous nous alimentez continuellement avec du produit de qualité, puis c'est très, très apprécié. Alors, merci beaucoup à ta participation, Simon Tenderet, puis on se reparle une autre fois. Merci, salut. Merci à tout le monde d'avoir été là et à un prochain épisode du Temps d'air.